Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans les cadres de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Votre émission Duel, c'est chaque jour du lundi au vendredi à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h. Quand j'ai annoncé ces castings, vous m'avez dit c'est un très bon casting, vous serez devant la télé avec vos stylos et papiers pour noter. Car déjà sur ces plateaux, je suis avec mes deux invités. Il y a le troisième qui va entrer dans quelques minutes. Déjà ici, je suis avec Monsieur India Omari, lui qui est cadre du PPRD, très proche de Joseph Kabila Kabange, parmi ceux qui sont restés au temple du PPRD. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de l'autre côté, je suis avec M. Phocas Koukelemena. Il est cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. On l'appelle plus par le téléspectateur, le politologue de la République. M. Phocas Koukelemena, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur. Et aussi un coup de chapeau à l'équipe technique et ceux qui vont me suivre à la télé comme dans les réseaux sociaux. Voilà, et dans quelques minutes, il y aura la présence de monsieur Chris Mukendi qui est déjà dans le couloir. Il va entre lui de la laisser partie chère ou regroupement politique de monsieur Bahati Lukobo, lui qui est le président du Sénat, les sénateurs Bahati Lukobo. Il va entrer dans quelques minutes. Mes invités, on va parler d'un sujet important. Le sujet aura le sous-poids. Le régime Tshisekedi face au défi de la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, on va prendre, il y a la révisitation du contrat chinois. Il semble que le contrat du siècle signé sous le régime Kabila, le régime actuel par rapport à un rapport macabre de l'IGF, il s'est dégagé que la République n'avait pas bénéficié à ces contrats. Sur ces, fallait prendre une délégation de la République et les chefs de l'État allaient renégocier, voir comment la République peut gagner par rapport à ces contrats. On a vu le chef de l'État, avec autant de ministres, se rendre en Chine par rapport à cela. Et puis, en deuxième lieu, on va parler du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'en 2023, il faut qu'il y ait les élections. L'opposition se mobilise pour dire que l'actuelle équipe de la CENI, ce n'est pas une équipe neutre pour organiser les élections apaisées. On en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller à un dialogue? Il faut refaire les choses. Il faut refaire l'équipe de la CENI. Est-ce qu'on a le temps? Tout cela, toutes ces questions seraient très questionnantes. C'est avec mes invités. En troisième lieu, on va parler de l'insécurité en République démocratique du Congo. Il semble qu'il y a les fils maison, les Congolais eux-mêmes qui sont en train d'alimenter cette crise à l'Est, donner M23 le moyen, négocier avec le Rwanda pour mettre en feu la République démocratique du Congo. On nous a cité autant des noms. Il y a aussi l'arrestation de l'un des conseillers de Moïse Katumbi, M. Salomon Kalonda Escadela. On va en parler. Il a des problèmes avec la justice. Il est victime parce qu'il est opposant ou parce que l'état de droit veut à ce que tout le monde soit au même pied d'égalité. On en parle, mais je préfère commencer par une question de curiosité. Et une question d'information. Donnez-nous un peu l'image de ce feu-là à Bukavu, on en parle. Et il y a autant de familles qui ont péri, ils ont perdu des leurs. Monsieur India Omari, je préfère commencer avec vous, Monsieur India Omari. Regardez ici derrière, ce qu'on est en... Je préfère commencer... Excusez, je suis en train de... Vous êtes en direct. Vous êtes en direct, Monsieur India Omari. Monsieur, je ne prends pas cette... Monsieur India Omari, on est en direct. C'est moi qui oriente les débats. Vous n'avez pas de leçons à me donner ici. Je prends la main, c'est pas un problème. Je préfère que Monsieur India commence l'émission. Et puis vous allez prendre la main après. Ok. Monsieur India Omari, derrière nous, nous avons une image un peu triste, une réaction par rapport à ce que vous êtes en train de voir.
Alors, APJ, au peuple, DJG. Ne me tenez pas rigueur au cours de l'émission. Alors, Monsieur Chris Mouken, vous pouvez entrer. Prenez place. Monsieur Focas, une réaction par rapport à cette image. Moi, là, je suis en train de voir le feu qui a brûlé. C'est l'incendie qui ravage tout au passage. Certainement, il y a eu des morts. Certainement, il y a eu des pertes en biens et matériels. C'est déplorable. Au fait, le constat à l'Est, s'il y a un problème, c'est à l'Est que le feu tue, c'est à l'Est que le volcan tue, c'est à l'Est que l'inondation tue, c'est à l'Est que les rebelles tuent, et c'est à l'Est que les Rwandais tuent. Donc, je me mets à la place de ceux qui habitent ce coin de la République. Est-ce que ont-ils l'espérance de vie en termes de projets pour dire que je vais grandir, je vais étudier, je vais devenir quelqu'un, je vais me marier, je vais faire des projets à long terme? Ou bien, et c'est chaque jour quand ils se réveillent, ils voient la mort comme si c'était lui les suivants, quoi. Donc, des familles entières qui n'espèrent en rien qu'à la mort. C'est difficile, mais pareil désastre. Il y a des mécanismes de prévention, c'est-à-dire qu'on vous dit que quand vous gérez une cité moderne, des agglomérations où il y a une promiscuité pareille, certainement, je ne connais pas la cause de cet incendie, mais il est remarquable qu'on pouvait avoir des mécanismes de prévention qui pouvaient des signaux d'alerte pour éviter... Donc, même pas des signaux d'alerte parce que le feu, ça peut être les circuits électriques qui capotent, ça peut être une maladresse d'un citoyen qui prend les feux pour faire peut-être le ménage et puis après ça crée ça. Tout ça, on ne peut pas prévenir, mais au moins ce qui est important est qu'il y a des mécanismes des rescuits, c'est un mot anglais, je ne sais pas comment dire ça en français, et pour secourir rapidement et pour que les dégâts ne puissent pas être désastreux comme ça. L'anti-incendie existe. Là où il y a des gens dans une cité, on doit prévoir tout ça. Ça fait partie de la gestion de la République. Mais parfois, tu verras, l'effet a commencé et ça a dévasté sans qu'il y ait une équipe d'intervention des pompiers pour éteindre les feux. Donc nous avons un gouvernement provincial un peu irresponsable parce que là, il faut prévoir. Hein, le problème est global. Comment vous... L'intervention plus rapide. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Gouverner, c'est prévoir. Parce que dans la tête du savant qui crée la cité, il sait que ces choses pareilles pouvaient bel et bien arriver. Alors on met un système de secours. Quand ça arrive, ça n'annonce pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand cela est le cas? Pour éviter le pire. Alors, donc, on met des mécanismes, notamment les sociétés anti-incendiaires, pour que, dans des cas pareils, que ça puisse aider tant soit peu pour ne pas arriver à des dégâts colossaux comme ça, qui certainement il y a une économie qui serait entamée. Les gens perdent des maisons. Voilà, donc c'est triste. Jusque-là, on n'a pas le bilan, s'il y a eu des morts ou comment, mais déjà il y a des dégâts terribles ici. Alors, M. Chris Moukendi, vous êtes de l'AFDC de Bati Lukubu, gouvernement sait prévoir. Le régime Tshisekedi devait quand même outiller même le gouverneur avec tous les moyens possibles pour que s'il y a de telles situations, que le gouvernement puisse quand même venir au secours de sa population. Je commence d'abord par présenter mes excuses pour le retard avec lequel j'arrive sur ce plateau. Je salue les co-débatteurs en face et à côté, ainsi que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Il faut dire que je vous ai pris en chemin. Je ne connais pas la nature, je ne sais pas si c'est une incendie meurtrière ou c'est un accident. Ça s'est fait à Bukavu. Je ne sais pas, donc je découvre sur le plateau. Mais ce qui est vrai, c'est que une enquête
lorsque ce genre de drame s'est produit, il faut qu'il y ait une enquête qui détermine la nature d'abord de l'incendie, mais aussi établir les responsabilités. Moi, je considère que un incendie, c'est d'abord un accident, tout d'abord, comme le disait Phocas, mais il faudrait que lorsque pareil drame s'est produit, qu'il y ait de mécanismes de secours mis en place par l'autorité urbaine ou l'autorité provinciale pour permettre à ce qu'il n'y ait pas, qu'on arrive à minimiser les dégâts constatés à la suite de ces drames. Donc, on a toujours plaidé pour que, même ici à Kinshasa, nous puissions avoir dans nos communes des sapeurs-pompiers à chaque fois qu'il y a un incendie, à chaque fois qu'il y a un accident. Mais malheureusement, la politique, parfois, de nos leaders n'est pas toujours conforme à l'idéal que nous voudrions tous connaître pour notre pays. Apparemment, c'est un problème dans toutes les provinces, même ici à Kinshasa, s'il y a des situations comme ça. Si aujourd'hui un incendie s'est produit à Lupin, à Delvaux, à Lausanne, je ne vois pas dans les périmètres un véhicule anti-incendie qui peut venir rapidement pour éteindre le feu. Je ne vois pas. Donc, il faut non pas centraliser tout ici en ville, parce que je vois parfois des véhicules anti-incendie rouler à vive allure sur les boulevards pour aller, je ne sais où, lorsqu'il y a un incendie quelque part. Mais il faut que dans chacune de nos communes, nous puissions avoir des véhicules anti-incendie, mais aussi avoir des brigades de sapeurs-pompiers déployés à travers la ville, mais aussi à travers le pays. Donc, à cet effet, je souviens un député qui avait initié une proposition de loi dans le sens de créer une brigade anti-incendie dans le pays. Et ce sont des initiatives à encourager pour que nous puissions effectivement prévenir ces genres des drames quand ça nous arrive, éviter des dégâts aussi énormes, mais aussi épargner des vies humaines face à ces drames. Merci M. Chris Mukendi, cadre de l'AFDC. Ça s'est fait à Bukavu, Kanzaïr. Alors, M. India Omari, vous avez vraiment voyagé un peu partout dans le monde. Ça s'est fait comment hier, s'il y a des cas pareils, pour que le gouvernement ou les gens de la province puissent intervenir rapidement? Bon, mon expérience comme ancien administrateur délégué général à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, nous avons eu à proposer à une structure, une agence, des risques de catastrophes naturelles à l'époque, prévention des risques de catastrophes naturelles, où on devait travailler en synergie dans les cadres transversal avec le ministère du droit, environnement, affaires intérieures, donc urbanisme, urbanisme et habitat, il y a affaires sociales, affaires humanitaires. Donc, vous savez, c'est un domaine de copénétration, un domaine que j'appelle un domaine transversal. Et j'ai été à l'époque, sur l'instruction du ministre, mon ministre José Ndundo, que je salue en passant, de faire un texte pour que ce texte soit validé par le gouvernement. C'est comme nous avons fait avec l'Observatoire volcanologique de Goma. C'est une œuvre de l'Institut congolais pour la conservation de la nature avant que nous puissions, même les lieux, les sièges aujourd'hui à Goma, ça a été acheté quand nous étions avec l'argent de l'Institut congolais pour la conservation. Donc nous étions déjà en avance parce que quand je suis parti en formation dans les pays scandinaves, on a pu copier les modèles parce qu'on s'est dit
avec l'écocide. Excusez-moi que j'ai employé ces mots un peu qui peuvent vous troubler. L'écocide, c'est-à-dire la destruction de l'écosystème. Ce qu'on appelle le déboisement irrationnel aujourd'hui. Regardez comme Goma. Au-dessus, à une haute altitude, au-dessus, vous aviez les volcans. En dessous, vous avez les hydrocarbures, donc les méthanes. Donc, un jour, Goma risquerait d'être effacé. Il faut une agence de risque, une agence de prévention des risques de catastrophes naturelles. Et comme ça, on a conçu pour que non, au lieu que nous subissons les événements, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur le plan sécuritaire, la RDC subit les événements. Ça est incapable d'anticiper les événements comme on le fait. En principe, cette agence, au lieu de créer toutes les agences qui sont inutiles aujourd'hui, qui sont inefficaces, il y a des agences inutiles aujourd'hui, comme l'agence de lutte contre la corruption. La PLC? Oui, vous êtes contre je suis sérieux avec moi-même. Vous êtes contre qu'il y ait une agence qui lutte contre la corruption dans un pays sérieux? Je dis ceci, c'est de trop. C'est de trop. Mais ailleurs, il y a aussi les agences qui luttent contre la corruption, M. India Omari. Laissez-moi, l'efficacité de cette agence pendant 4 ans, il faut toujours évaluer. Quand vous créez quelque chose, il faut suivre. Vous savez, aujourd'hui, dans les notions de renforcement des capacités, il y a ce qu'on appelle suivi et évaluation. C'est-à-dire qu'il faut coter les agences qui sont en train de naître et qui sont fonctionnelles aujourd'hui. On ne refuse pas. Mais moi, je regarde, je ne refuse pas que nous avons CNRF. CNRF. Avec Kissoula. Kissoula. Oui, oui. Il y a l'IGF avec Kaleni. Oui. Il y a pas seulement Moko. Mais écoute, monsieur, quel est le travail de la Cour des comptes? C'est de lutter contre eux. Aussi, pourquoi on ne fait pas, on ne laisse pas fonctionner la Cour des comptes? Il faut lire l'ordonnance, créons la PLC, comme ça vous aurez tous les éléments possibles. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas lu... Bon, nous commençons maintenant les toïboïs parce que si vous bouffez à cette agence-là, il faut demander aussi l'efficacité sur le terrain. Quel est l'impact de cette agence depuis que tu es là? Il a dénoncé quoi, cette agence? C'est ça l'ignorance. Il fallait peut-être demander. Il fallait peut-être demander quels sont les dossiers. Toi, journaliste, vous me qualifiez de l'ignorance. Bon, quels sont les dossiers que cette agence... Monsieur Ndiomari, attendez. Nous, les journalistes, on a aussi besoin de vous informer. L'ignorance, c'est que vous ne savez pas ce que l'agence a déjà fait. Je voulais savoir... La République a récupéré autant de moyens grâce à cette agence. Cherchez-moi après, je vais vous donner les éléments pour dire que ce n'est pas une agence... Monsieur, ne m'amène pas... Ne m'amène pas... Si vous n'avez pas les dossiers, ne m'amène pas à suivre votre chemin. Parce que ça risque de vous être dangereux. Je chute 30 secondes. Oui, nous sommes ici. C'est sur le plateau. Tu as fait sortir les bobards sous le plateau. Oui. Tu devais me dire que l'agence a fait ça. Moi, je te dis aujourd'hui que non, l'agence n'a pas d'impact aujourd'hui, sur le plan fonctionnel. N'a pas d'impact. J'étais en train de vous dire que l'agence, par exemple, de prévention des risques de catastrophes naturelles, ne subit pas. Il prévoit. Il dit, par exemple, que nous sommes pendant la saison sèche. On peut passer avec les mégaphones. On peut utiliser des méthodes éducatives. Et lorsqu'il y a un problème comme ça, cette agence est capable, aujourd'hui, ici à Kinshasa, si un feu se déclare quelque part, ou un feu en matière de l'environnement, comment on peut se sauver? On n'a pas d'avion. Vous dites Tu me suis ou tu ne me suis pas? On n'a pas d'avion. La République n'a pas d'avion. Pour attendre le feu, la République a l'avion? Tu es journaliste ou quoi? Il n'y a pas d'avion. Ok. Ah, monsieur, mais finalement, je viens faire quoi ici? Je suis venu faire un journaliste qui s'autoproclame de connaître tout. Je te dis, l'agence aujourd'hui, il y a même l'agence elle-même qui a semblé être mise en place
Mais elle ne fonctionne pas. Monsieur Focas vient de te dire, ce n'est pas un problème général, ce n'est pas un problème du gouvernement provincial, qui est même incapable, qui n'a pas de moyens de sa politique en cette matière. Alors que il y a le parc de Kaouzi-Biega à côté. Alors que le lac Kivu est plein de gaz. Il vous dit que non, ce n'est pas un problème, c'est un problème d'ordre national. Mais toi, journaliste, tu insistes, tu penses que non, toi, tu connais plus que M. Focus. Il te dit... M. Focas. En dehors de ça, je viens de te dire que non, c'est bien beau de créer les agences. Il peut avoir la bonne volonté, parce que vous voulez à ce que j'applaudis M. Chilombo. Il peut avoir la bonne volonté de créer, parce que c'est sa chaîne. Mais, nonobstant, les personnes qui sont choisies, est-ce qu'ils ont des lettres de politique? Parce que là, tu ne sauras même pas. Lettres de politique, tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que le Premier ministre est capable, aujourd'hui, de suivre tout ce qui se passe au niveau du fonctionnement des ministères pour les côtés? C'est encore un... Est-ce que les ministres sont capables de mettre des assignations à ces agences pour qu'ils les suivent périodiquement? C'est ça encore un problème. Merci. Nous parlons de l'impact de ces services. Chaque service pourrait être performant au vu de ces actes de gestion qu'il pose. Si ton service-là que tu connais a des bonnes actions qu'il a posées pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des moyens de notre politique, pourquoi encore recourir aux emprunts? Merci monsieur India Oumaré. Pour payer les fonctionnaires. S'il vous plaît, on a encore suffisamment de temps pour en parler. Monsieur India Oumaré, comprenez. Ne fais pas ton émission pour toi. Comprenez que sur ces plateaux, nous avons un opposant. Lui, il s'appelle monsieur India Oumaré. Il est ici avec nous. Il est du PPRD. C'est l'ambiance de l'émission Duel. Je suis opposant au président. Je suis opposant au président de la République. Pas de problème. La démocratie contre ses idées. La démocratie oblige à ce que nous puissions avoir les opposants. Alors, monsieur Focas Koukouélémena, parlons-en des régimes Tshisekedi face aux défis de la bonne gouvernance. Vous pouvez me donner la photo de monsieur Samalou Kondé, qui est le premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur Focas Koukouélémena, le régime, au début de ses mandats, Félix Tshisekedi a promis de bonnes choses à la République. Nous allons relever les défis. Allemagne d'Afrique. Nous allons relever les défis. La pauvreté. On va donner également le travail aux Congolais. On va améliorer les sociales. On va. Aujourd'hui, 4 ans après, nous allons vers les élections. Pensez-vous que le régime a montré les signaux qui vous convainc, vous, les analystes, que il y a la bonne gouvernance? Bon, la première chose pour clôturer la première thématique, nous devions savoir qu'un État moderne a ses principes d'existence. Okay. Dans cet État moderne, vous devez avoir 4 types d'organisation. Vous devez mettre en place un État ingénieur, vous devez mettre en place un État inspecteur, vous devez mettre en place un État gendarme et aussi un État providentiel. Pourquoi? Parce que quand vous avez un État providentiel, c'est cet État ici qui est considéré comme Dieu, c'est-à-dire qui vient au secours quand on est dans les besoins, parce que quand vous allez en Europe, partout, et que vous posez la question aux enfants, aux adultes, d'où viennent les secours, ils ne vous répondront pas. Autrement, ils vous diront que les secours viennent de l'assistance sociale. Donc pour eux, les secours existent. C'est dans les domaines de l'État qu'il faut aller chercher les secours. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin de vous loger. Tout ça, c'est l'État. Et c'est pourquoi vous devez ériger ce type d'État qu'on appelle État-providence. Mais pourquoi l'État ingénieur? Parce que vous avez des secteurs purement qui relèvent du domaine de la science. Par exemple, nous avons des problèmes ici. Dans notre existence, sur notre territoire, nous avons un volcan. Et de ce fait, il faut une intelligence de gestion pour gérer ces volcans. Voilà.
Nous avons des gaz méthane dans nos lacs qui sont au même moment des biens de consommation, mais qui sont des biens de risque et de haut risque de destruction massive. Donc, il faut mettre un État qui est en mesure de déployer des énergies scientifiques et intellectuelles pour que la gestion de la République soit globale. Vous avez par exemple la météo, la pluviométrie. Vous savez que la pluie c'est une bénédiction. Mais au même moment, la pluie aussi c'est un assassin qui peut tuer. Vous avez suivi ici les désastres. Mais on pouvait alerter si on avait un État ingénieur qui pouvait avoir des agents formés et que l'État paye, il donne des moyens, il donne des instruments, des matériaux pour que l'on veille à la gestion. Parce qu'on gère pour protéger les hommes et leurs biens, aussi les territoires. Donc, vous avez par exemple la gestion spatiale. À quand nous on parlera de notre satellite? Parce que ici le Burkina Faso vient de lancer leur satellite. Mais vous parlez de la bonne gouvernance. Comment vous aujourd'hui, Mais il y a une équipe qui est en train de travailler sur ça. Mais ça fait comme... Ça évolue. Excusez, si vous interrogez, il ne faut pas suivre les discours politiques. Si vous interrogez les techniciens qui sont dedans, ils vous diront que l'État, les moyens ne suivent pas. Ils vous diront ça. Voilà pourquoi j'ai mis la photo de Samba. Voilà, je vous dis, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez en aucun cas atteindre le développement sans ces secteurs. Non, la gestion spatiale aujourd'hui, parce que déjà, si vous voulez aller dans des vitesses de l'Internet et consorts, il faut avoir les satellites. Vous voulez avoir la technologie au point, mais il faut avoir les satellites. Aujourd'hui, l'économie est numérisée. Mais comment vous allez... Voilà pourquoi on a pensé à un ministère de numérique. Hein. Voilà. C'est pour la toute première fois. La gestion environnementale aujourd'hui, catégoriquement, si vous n'avez pas la technologie, vous gérez comment? Et quand vous parlez de développement, qu'est-ce que vous entendez par là? Au fait, la situation, elle est globale. Moi, je n'aime pas faire la fixation. Il y a des déficits. Déjà, au niveau des leadership. Vous savez... Nous sommes gérés d'une manière traditionnelle. Quand vous parlez de leadership sectoriel ou leadership principal? Non. Parce que chaque ministre est leader dans son secteur, il donne l'impulsion, il essaie au moins de... Franchement, les problèmes c'est que... ok, donc moi je veux que nous soyons sérieux pour que nous disions... Je sais pourquoi je vous ai posé cette question, parce qu'il faut... je ne veux pas que... Il faut responsabiliser les gens. Ce n'est pas pour rien, j'ai mis ça dans le cône ici. Qui est le chef du gouvernement? Je ne veux pas... S'il vous plaît, monsieur. Je ne veux pas la polémique, moi je veux l'analyse. Ok, voilà, je veux l'analyse. Vous savez, l'analyse, moi j'aime. Pourquoi? Parce que je la définis comme étant un mécanisme de pouvoir. Focus, politologue de la République. Continue, vous avez encore des minutes. Voilà, donc je disais que les deux autres États que je n'ai pas cités, c'est l'État inspecteur, dont notamment vous avez les parlements. Le Parlement fait partie de l'État inspecteur. Et parce qu'il y a le contrôle parlementaire qui est un mécanisme qui permet à l'État de surveiller, de contrôler, d'évaluer, de faire le contrepoids par rapport aux gestionnaires. L'État inspecteur, c'est la Cour des comptes. L'État inspecteur, c'est l'IGF, c'est la police fiscale. Et l'État inspecteur, c'est aussi la vigilance citoyenne. Tu vois, ce sont des notions de pratique. Il suffit seulement que nous mettions ça en musique. Regardez notre Parlement. Au lieu de faire les contrôles parlementaires, et ils font les complots parlementaires. Vous dites les complots parlementaires. Notre Parlement fait quoi? À la place du contrôle parlementaire, et ils préfèrent les complots parlementaires. Complot, donc le Sénat et l'Assemblée nationale battent le Kebo et Mbosso, ils complotent contre la République. Mais oui. Je vais vous donner un exemple. 5 secondes, chute. Mbosso vous dit qu'il y a des députés qui ont dit des choses ici, qu'un député touche 21 000 $. Et que ces députés-là doivent être écoutés dans une commission. Parce que nous voulons laver l'image de notre assemblée. Ça, c'est le propre qu'on a jeté pour soulever les pompes contre nous. Et ces députés-là, parce qu'ils seront incapables de l'éprouver, ils seront sanctionnés.
La commission a été mise en place, ces députés-là ont été écoutés, mais ils n'ont jamais été sanctionnés. Cela signifie quoi? C'est Sanga, Jean-Baptiste Kassé, quoi? Cela signifie quoi? Peut-être qu'ils ont le pardon du Parlement. Non, ces députés-là ont prouvé qu'un député touchait 21 000 $. Merci. Donc, S'il vous plaît. Merci, monsieur c'est-à-dire que Focas. c'est un complot parlementaire. C'est bon. Au même moment, le complot parlementaire, c'est quoi? On vous dit qu'on a donné les jeeps. Les uns disent qu'on a emprunté des jeeps. Mais on pose la question, vous avez emprunté, bon, par quel mécanisme, au travers de quelle banque? On n'éprouve pas. Bon, on vous a donné, qui vous a donné et pourquoi il doit vous donner? On ne dit rien. Mais d'où viennent les jeeps? Personne ne dit. On est dans un complot. C'est comme celle, Voilà. c'est comme celle des professeurs. Par exemple. Donc, on a donné seulement 40 Oui. et les autres professeurs n'ont pas Professeur donné. émérite. Voilà. Je vais vous citer. citer ce que c'est un Merci. complot parlementaire. Et on amène le président S'il vous de la plaît. République dans ce genre de choses. Monsieur India Omar. Un complot parlementaire, c'est quoi? S'il vous plaît. Monsieur India Omar, c'est vrai, c'est l'émission Duel, mais quand même, ce n'est pas votre temps. Alors, monsieur Chris Mukendi, s'il vous plaît, vous aurez la parole, Merci. monsieur Focas. Le régime Tshisekedi face au défi de la bonne gouvernance. Vous avez suivi monsieur India Omar, qui est l'opposant du chef de l'État. L'opposant du régime, il a dit ici. Monsieur Focas, il est dans l'opposition, il est avec Mouzitou, l'ancien Premier ministre, l'homme qui a payé nos dettes. Et vous êtes avec Bahati Lukwebo. Est-ce le régime Tshisekedi a fait le nécessaire pour convaincre les gens que le défi de la bonne gouvernance, il y a déjà des bases? Vous faites bien de parler des défis parce que, effectivement, la bonne gouvernance dans notre pays demeure encore un défi. Ok. C'est comme ça que j'ai dit, vous avez très bien fait de parler des défis parce que la bonne gouvernance, c'est notre idéal. Nous devrions l'atteindre. La bonne gouvernance sont des pratiques de gestion. Non pas seulement des pratiques en termes de gestion des finances, hein, comme Focas évoquait la question de l'État inspecteur. Ça entre dans les cadres de la gestion des finances où il évoque les rôles de l'IGF, les rôles de la Cour des comptes, les rôles de l'Assemblée nationale, mais aussi la vigilance citoyenne. La bonne gouvernance a ses piliers. J'ai aimé, en tout cas, l'intervention savante et scientifique de Focas en rapport avec cette thématique. Mais il faut, au-delà de la science, au-delà de la de cette intervention magistrale, on doit parler de la réalité du Congo. Ok. On doit avoir nos deux pieds sur terre. La bonne gouvernance implique d'abord la transparence. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance lorsqu'il n'y a pas de transparence. C'est un pilier de la bonne gouvernance. Donc, dans la gestion de la République, on doit percevoir dans les chefs de ceux qui nous dirigent de la transparence dans la gestion de l'État. On doit aussi percevoir comme deuxième pilier la responsabilité. Ok. Le sens des responsabilités de l'État. On doit les percevoir dans la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance, on doit aussi, ça fait appel à l'obligation de rendre compte de ses actes. On ne peut pas avoir de ministres qui travaillent pour le compte de la République qui ne rendent pas compte. On ne peut pas avoir des mandataires publics. On ne peut pas avoir des responsables placés à quelque niveau de responsabilité qui ne rendent pas compte. Donc, un des piliers aussi de la bonne gouvernance, c'est le fait de rendre compte des actions posées par les acteurs à chaque niveau. Mais c'est aussi la capacité de répondre aux besoins de la population. Ok. Est-ce le cas avec les régimes? Je suis en train d'en venir. Je disais tout à l'heure là que la bonne gouvernance pour nous, c'est encore un défi. Un défi, ça veut dire que c'est un cursus, c'est un processus dans lequel nous nous sommes engagés. Non pas seulement avec le régime actuel. C'est un processus à laquelle nous avons adhéré depuis que le Congo a accédé à son indépendance. Voilà. Donc, il ne faut pas limiter cette quête de la bonne gouvernance, cette recherche de la bonne gouvernance au seul régime de Tshisekedi. Comme j'ai dit, ce sont des pratiques qui doivent
en tout cas, être imprimé dans la gestion de l'État sans tenir compte du temps ou sans tenir compte de la mandature dans laquelle nous nous trouvons. Avez-vous trouvé Voilà. la Je viens fondation maintenant. de la bonne gouvernance pour que Non, vous puissiez justement, j'en revenir viens. quand vous êtes en Voilà train de pourquoi. poser le Non, mais le justement, bas. voilà pourquoi je disais, je saluais l'intervention savante, scientifique de Phocas, mais il faut maintenant en venir à la réalité. La réalité, en ce qui concerne, je prends seulement l'État inspecteur, parce que Phocas a évoqué l'État inspecteur. Il a évoqué l'IGF ici. Ok. L'inspection générale de finances. Aujourd'hui, le travail que l'IGF fait, c'est un travail que tout Congolais pétri de bon sens ne peut pas contester. J'entends souvent les gens dire que non, mais ok, l'IGF a fait ce travail-là, mais et après? Après, ce n'est plus l'IGF. Ok. L'IGF fait des rapports administratifs sur base des dépenses publiques qui ont été effectuées par les entreprises publiques, par tous ceux qui bénéficient de lignes budgétaires qui ont été mis à leur disposition. C'est là le travail de l'IGF. Établir les responsabilités dans la dépense. L'encadrement dans les dépenses. Aujourd'hui, il faut même saluer parce que dans les entreprises publiques, en réalité, l'IGF devait intervenir en aval, mais aujourd'hui, l'IGF intervient en amont pour prévenir, en fait, éviter les détournements, pour éviter les saignements des trésors publics. L'IGF intervient en amont, à côté des entreprises de l'État. Mais ça, il y a toujours les c'est détournements un malgré indicateur. cette stratégie. C'est un indicateur. Ce que vous dites, ça vous engage vous. Okay. Moi, je dis, c'est un indicateur qui témoigne aujourd'hui que le défi de la bonne gouvernance est en train d'être remporté par les régimes. Mon frère a rappelé ici qu'il y avait un autre instrument qui est mis à la disposition de l'Assemblée nationale, qui est la Cour des comptes. Okay. La Cour des comptes qui dépend directement, parce qu'il faut le dire, la Cour des comptes dépend directement de l'Assemblée nationale, politiquement. Mais je pense que le chef de l'État venait, si je ne me trompe pas, de nommer le magistrat à la Cour des comptes. Pas administrativement. Pardon? C'est politiquement, pas administrativement. Non, j'ai dit que la Cour des comptes dépend de l'Assemblée nationale. La Constitution... Administrativement ou politiquement? Vous pouvez les prendre comme ça dépend de l'Assemblée nationale. Okay. Ça peut être politiquement, moi j'ai dit politiquement, administrativement je crois qu'elle est indépendante. Voilà, mais elle dépend de l'Assemblée nationale. Donc, ces magistrats qui ont été nommés montrent effectivement la volonté encore du chef de l'État d'aller vers la bonne gouvernance. Puisque je dis ici, je rappelle, il faut me suivre, que la bonne gouvernance reste pour nous un défi. On n'a pas encore atteint la bonne gouvernance. Je vais dire encore ici que la bonne gouvernance, c'était aussi la capacité de répondre aux besoins de la population, aux besoins de l'électricité, aux besoins en fourniture d'eau, aux besoins dans les cadres de la gratuité de l'enseignement, besoin de l'éducation, besoin de la santé et tout ce qui va avec. C'est aussi lorsque nous percevons dans les chefs de ceux qui dirigent cette volonté de pouvoir rencontrer cette capacité à répondre aux besoins de la population, on peut parler de la bonne gouvernance. Mais aussi, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans évoquer la question des libertés et des droits fondamentaux des Congolais. Je crois que nous sommes encore en train de faire notre apprentissage. Parce que c'est vrai que la liberté de manifester est garantie, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on peut encore déceler dans les chefs de ceux qui devraient encadrer des manifestations publiques, je ne dirais pas de la légèreté, mais des efforts à aller effectivement vers un état de droit, vers une gouvernance qui rassure les uns et les autres, beaucoup plus ceux qui sont dans la vie active en politique. Oui. Monsieur Chris, avant que je donne la parole à Monsieur India Omari, il y a une réflexion qui est restée en l'air quand Phocas dit que notre Assemblée nationale complote contre la République. Il a donné les éléments. Vous êtes avec Bahati Lukwebo. Il est dans l'une des chambres. Ce n'est pas notre Assemblée nationale, notre Parlement. Notre Parlement. Voilà. Je crois que Phocas est un opposant. Il ne peut pas se départir de sa peau d'opposant sur un plateau de télévision. Et il faut comprendre son langage. Okay. Lorsqu'il dit complote, moi je sais que l'Assemblée nationale n'a pas prérogative de comploter contre la République.
Okay. L'Assemblée nationale vote des lois. L'Assemblée nationale contrôle les gouvernements. Il a donné des faits. Par de mécanismes. Il a donné des faits ici. Mais on va pas entrer dans ces débats-là, parce que de tous les temps, même à l'époque où Adolphe Mouzier était Premier ministre, je pense, les députés nationaux étaient dotés en véhicules. En crédit. Il peut trouver le mécanisme pour dire crédit ou pas crédit, mais j'ai dit, de toutes les législatures qui se sont succédées à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu de législature où les députés n'ont pas bénéficié des véhicules pour leur permettre de faciliter la mobilité pour leur travail. Donc, moi, mais là, il y avait la traçabilité. Il semble je, que sous le régime de Tshisekedi, il pourra nous le dire. Hein, il pourra nous le dire. C'est lui qui connaît ce qu'il dit. Moi, je constate simplement que de tous les temps, ça a toujours été ainsi. Mais là, je dis, moi, le rôle du Parlement, ce n'est pas pour comploter contre le peuple. En tout cas, je ne pense pas. Je vois les amis qui sont à l'Assemblée nationale faire leur travail conformément à la Constitution, conformément au règlement intérieur de chacune des chambres qui constituent les parlements. Merci. Merci. Monsieur India Omari, vous êtes du PPRD. Alors, on nous a parlé de l'UGF, l'État inspecteur. On nous a parlé de l'UGF. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est rendu en Chine avec son équipe pour aller un peu révisiter le contrat chinois selon plusieurs sources révisitées. C'est un rapport pondu par l'IGF. Est-ce que l'IGF a bien fait son boulot pour que la République aujourd'hui puisse récupérer ce qu'il a perdu? Je commence par d'abord, je suis le dernier à prendre parole sur les sujets de la gouvernance. Il n'existe pas la gouvernance. Soyez devant le micro, il faut qu'on vous écoute, monsieur India. Il n'existe pas encore. C'est prématuré de parler de la gouvernance aujourd'hui. La gouvernance, elle est mauvaise. Mais Phocas vous a dit, ici, nous avons un problème de leadership, de qualité. Et il a évoqué un certain nombre de principes comme politologue. Je suis tout à fait d'accord avec. Il a même élucidé. Et quand notre frère est venu pour parler des piliers, on ne perçoit pas cette transparence. Parce que toi-même, tu ne connais même pas, on n'a pas imprimé ça, cette volonté-là. Tu ne connais même pas les salaires d'un député, d'un sénateur, comme tu travailles, comme tu au niveau du bureau. Tu ne connais pas les salaires. Tu n'as jamais été officialisé. Ça fait partie des indicateurs. Mais tu as parlé de l'obligation de rendre compte. Qui doit rendre compte? Tu es fonctionnaire. Tu es au Parlement. Pourquoi mon aîné, que je respecte beaucoup, Bahati, n'a jamais rendu compte pour faire un travail, pour se distinguer aux autres, pour dire, bon voilà, dans le cas de la transparence, moi je vais rendre compte par rapport à tous, aux allégations peut-être mensongères des uns et des autres. Je vais rendre public les salaires des députés. Personne. Il semble qu'il y a un document, il faut aller chercher. Dans ces documents-là, tout est là. Tu es journaliste. On t'a dit les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Tu es journaliste. Je ne peux pas t'apprendre. Les faits. Chez nous, nous disons les faits sont totaux et globaux. Nous, sociologues. On ne peut pas ici faire des supputations sur les dires. Tu es journaliste, allez à la recherche des faits. Pas la recherche des supputations, il me semble. Non, il ne faut pas être dans cette logique de supputation. Et les gens sont payés comment si ces documents n'existaient pas pour réparer leur salaire? L'obligation, la transparence, la maman de la cité, maman Igno Saleté, maman Marie, veut avoir réellement, comme il y a eu des discussions jusqu'à aujourd'hui, Phocas vous dit, on continue, on attendait. Député Sessanga vous a défié au Parlement qu'il ne sera jamais sanctionné et il va vous prouver. Il a prouvé noir sur blanc sur une des combien de l'autre député a prouvé noir sur blanc. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre plus que les 21 000. Et personne n'a jamais aujourd'hui venir dire la vérité
ou les contre-vérités par rapport aux vérités qui sont sorties. Et vous venez, vous pensez que moi je vais venir ici pour applaudir votre monsieur, qu'il est en train de faire du bien. C'est ça la transparence? Non. Non, cher ami. Non. Quand on vient au pouvoir, on doit avoir un projet de société. Pas de promesses. C'est pas le cas avec le régime actuel? Ben, écoutez, dis-moi. Vous avez volé un projet de quelqu'un qui vient de déclarer ici un projet, c'est PDL 145. Je vous avais dit ici. Au début, rappelle-toi, je vous dis, ce projet-là, alors ça a été fait par quelqu'un. Même droit d'auteur, vous n'avez pas. C'est quel genre de gouvernement? Vous avez vu? Il vient et se déclare même à la télévision pour dire que non, voilà, c'était un projet. Le projet du développement de 145 oui. territoires, c'est un projet volé selon vous? Oui. Ok. Oui. Sans payer les droits d'auteur, c'est connu. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est un régime qui vole même les projets. J'ai dit ceci, c'est un projet de quelqu'un. Okay. C'est une œuvre d'esprit. Quelqu'un qui vient avec son projet. Mais il faut l'utiliser. Lui est venu avec ce projet de milliards. Vous avez réduit ce projet à des millions. Mais maintenant, il est en train de passer à la télévision aujourd'hui pour dire que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vérité. Voici mon projet. Je l'ai amené au gouvernement. Je suis allé prendre contact avec le ministre du Plan. Et on est allé voir le Premier ministre. Il parle. Voilà comment nous sommes en train de vivre ce régime. Chers frères, je ne vais pas capacité de répondre aux besoins de la population. Quand la population va dans la rue pour dire la vie est chère, qui ne sait pas que la vie est chère? C'est mondial. La vie est chère. La population a fait son ras-le-bol. La vie est chère. La population a même marché les 20. La vie est chère. Oui. Au Maroc, en Tunisie, en Égypte, les gens aussi marché. Moi, je vous parle en France aussi. Je ne vis pas en France. Ou en France, les gens... Je ne vis pas... En France, un chômeur a un salaire. Ici, en RDC, un chômeur vivote. Il est même misérable. Tu ne peux pas comparer la France à la République démocratique du Congo. C'est les jours... Est-ce que ce n'est pas parce que... Permettez... non, parce que tu veux m'emmener... Un seul dans les passages. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas posé les bases et la suite... Attendez, je ne veux pas te dire, même les systèmes de santé en France, ce n'est pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, le problème, j'ai aimé quand à parler comme un économiste, indicateur économique. Chez nous, en Sciences Po, nous avons aussi les indicateurs politiques ou les indicateurs sociaux. Moi, je suis en train de prélever les indicateurs sociaux. Et je vous l'ai dit, l'agir, on voit un homme politique à partir de son agir. Vous préférez aller en Chine. D'après vous, journalistes, vous avez dit le trésor public a consommé au moins 5 millions. Vous n'avez que récolté 1 million d'aide humanitaire à l'Est. Et vous allez avec révisitation. Non. La révisitation signifie quoi? Signifie réexamination. Quand vous lisez ces contrats de collaboration entre la République démocratique du Congo et les firmes chinois... Donnez-moi les images du chef en Chine. Écoutez d'abord, ces images-là ne servent à rien par rapport aux besoins de la population. C'est ça les besoins de la population. Continuez. Il veut écouter l'essentiel, ce n'est pas les images. Les images de Mabanga, parce qu'après ici, tu vas aller recourir aux finances. Ça vous dérange ces images? Vous parlez de la Chine, non? Continuez. Mais j'ai vu les visites d'État. Ok. J'ai vu. Les autres parlent de visites touristiques. Il faut une définition. Il faut donner une définition. Ils sont allés faire autre chose. Voilà ce qu'ils sont allés faire. Ils sont allés faire... Le premier, c'est qu'ils ont signé ils ont signé des protocoles d'attente. C'est vendredi-là. Un mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Deuxième, mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information. Troisième,
Mémorandum d'entente sur la coopération dans et développement de l'économie numérique. Troisième, mémorandum d'entente sur la promotion des développements de l'espace vert et accord de coopération entre les deux chaînes d'État. C'est tout. Chers frères, quand vous lisez, parce que c'est là où moi je pensais que notre était en train de faire appel à ces contrats de collaboration, contrats de développement, qui a fait à ce que nous on a eu 38% et les autres ont eu 62%. Je pensais, et on a dit ceci dans ces contrats. C'est pas l'IGF, non. L'IGF est allé recourir sur l'argent parce que il y a eu 150 millions que Exim Bank devait verser depuis le mois de septembre. Par manque des projets bancables du gouvernement, du ministère des Infrastructures. La SICOMINE et l'Exim Bank avaient gelé parce qu'ils cherchaient qu'il y ait des projets. Il y a même des courriers. On arrive au mois de janvier. L'Exim Bank a libéré 350 millions. Il a attendu jusqu'au mois d'avril pour qu'il y ait des projets bancables venant du gouvernement. Il n'y en avait pas. Donc ça fait le montant. Pour les 350, c'est grec 7. Donc il a fallu 500 millions. Or, nos amis ici pensaient aller en Chine pour aller négocier l'octroi de ces 50 millions afin de le placer dans l'élection ici, qui est en préparatif. C'est ce que vous pensez ou c'est... J'ai dit ceci, mais ils sont allés, ils n'ont pas... J'ai dit ceci. Nous sommes en train d'écouter. Ce que vous êtes en train d'écouter, nous sommes en train d'écouter aussi. Si vous pensez, moi je vous viens de vous dire ce qui a été fait en Chine officiellement. C'est les 5 en fait, protocoles d'accord qui ont été signés, d'entente. Mais les autres, on a dit dans les protocoles. 5 secondes. Ça a été dit. On dit la partie lésée, à la demande de la partie lésée. Vous pouvez lire l'article 18. La partie qui est lésée peut poser la question à, soit si c'est la RDC pose la question à la Chine, ils cherchent les lieux, soit en Beijing ou à Kinshasa, ils vont venir réexaminer, c'est-à-dire réexaminer les protocoles qui ont été signés. C'est prévu. Merci. Aujourd'hui, vous parlez de IGF. IGF n'a fait que des bruits. Ces bruits-là... C'était pas un rapport sérieux. Ce n'est pas un rapport sérieux. L'ambassade a répondu à l'IGF techniquement que ce n'est pas à l'IGF de pouvoir demander aux firmes chinoises. Ce n'est pas l'IGF. L'IGF, c'est le gouvernement congolais. Dans Samal Kondo. Oui. Aujourd'hui, même si nous voulons aller extrapoler, maintenant nous voyons s'il faut aller dire pour que non, il s'agit de révisitation. Parce que vous ne voulez pas dire examination. Vous ne voulez pas employer, vous voulez employer les mots examen, en fait, renégociation hein, ou révisitation. Merci. Or, il n'a jamais... Révisitation signifie quoi? S'il y avait déjà une visitation avant, on peut révisiter. Merci. Quelque chose qui n'a jamais été visité. Comment vous allez encore révisiter? Merci, monsieur Indiama. Il faut attendre après le fin mandat de M. Chilombo. On va examiner le programme. Merci. Et c'est ça, c'est ce que dit le droit international. Monsieur, comme nous sommes dans le processus électoral, il faut être calme. Je sais que vous êtes opposant du président de la République, mais calmez-vous. Vous n'avez plus le temps. Vous allez en consommer autant de minutes. Alors, monsieur Phocas Koukelemena, est-ce ici, vous avez encore senti un problème de leadership? Parce que
M. Indi a dit, la visite, ce n'était pas une visite importante. Il semble que c'est encore une visite touristique. Et l'État est allé chercher autant d'argent pour les élections. Quelle est votre analyse? Notre thème principal, je crois, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Et moi, je disais, j'étais déjà... Dans l'approche, dans tout. J'étais des jalons en termes de principes. Dans ces principes, je crois que c'est indiscutable. Que quand on parle de la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'à l'esprit, nous devons avoir une vision étatique de la République. La République, pourquoi on impose la bonne gouvernance? Parce qu'on suppose que la République, c'est un bien à tout le monde, sauf à personne. Ça, c'est le principe. Parce que quand vous êtes dans des monarchies, un État et ses biens appartiennent à la famille royale. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas leur imposer la bonne gouvernance parce que c'est leur bien. Mais contrairement à la République, on impose la donne de la bonne gouvernance parce qu'en amont, on identifie les rois comme les souverains, le peuple. C'est lui, au fait, les souverains, les détenteurs du pouvoir, les propriétaires de biens et de l'argent de l'État. Mais comme lui, il agit au travers des représentants, c'est alors, lui, les souverains n'étant pas en exercice, il oblige la notion de la transparence de la gestion de la République pour que la bonne gouvernance soit la méthode la plus efficace. Et on remet en cause la bonne gouvernance si seulement si cette bonne gouvernance ne respecte pas les principes de transparence dont j'ai utilisé les exemples éloquents pour vous démontrer qu'une institution qui n'est pas transparente vis-à-vis du souverain qui est le roi, c'est déjà une institution qui n'est pas républicaine. Il est dans un complot contre les rois. Contre En les fait, souverains. ce sont des représentants. Imagine un seul instant, toi le roi, tu confies une mission, tu donnes un mandat à quelqu'un, tu lui donnes les moyens, mais d'abord, allons-y rapidement, par une démonstration simple. J'ai toujours entendu parler de députés, parce que même eux, les députés, il y en a, dans la plupart des cas, moi je suis étonné quoi, d'avoir une classe politique qui ne maîtrise pas les b.a.-ba de la gestion de la République. On vous dit qu'un député a des prérogatives, on vous dit que c'est des contrôles et puis c'est légiféré. Non, faux et archi faux. Je vais vous annoncer aujourd'hui les prérogatives officielles d'un député. Le député a 6 prérogatives. Pas 2. Comptez. Il faut compter sur les contrôles parlementaires. Il faut compter sur la capacité de légiférer et les plaidoyers. Voilà. Un député doit plaider pour la cause du roi. Ça, c'est au niveau de la période où on appelle session parlementaire. Et parce que je suis à côté de mon ami qui travaille dans ces domaines. Pendant la période de la session parlementaire, le député a 3 prérogatives. Contrôler, légiférer et plaider. Mais pendant la période du vacances, il en a encore 3 prérogatives. C'est quoi? Parce que les vacances parlementaires, ce n'est pas une période de repos d'un député. Méfiez-vous du concept vacances. Que quand nos enfants sont en vacances, donc ils sont à la maison en train de reposer. Donc les députés aussi en vacances, c'est une période pour eux de pouvoir se reposer. Donc comment vous pouvez leur donner 6 mois seulement de travail et 6 mois de repos? Mais ils prennent 21 000 $. Comment? Parce que au niveau du vacances parlementaires, le député a 3 prérogatives. C'est quoi? C'est la consultation populaire. Voilà. Il doit aller écouter les souverains. Une obligation doctrinale. Le député, c'est un représentant. Il doit prendre, il doit ramasser, il doit récolter les données. Les inputs, on appelle ça comme ça. Il doit enregistrer ce que dit
les souverains pour qu'une fois en session, qu'ils l'appliquent. Et c'est ce qu'on appelle la consultation. Écoutez ces éléments. Deuxième prérogative, la restitution. Il doit restituer pour dire au souverain ce qu'il a fait pendant la session. Ce qui a été décidé, ce qui n'a pas été fait, les contraintes rencontrées, les difficultés, les réalisations. Il doit donner les rapports aux chefs, les souverains. C'est vous appelez les peuples. Moi, politologue, je n'appelle pas les peuples parce que les peuples, c'est un concept sociologique. La population, c'est un concept géographique. Mais dans la politologie, ces gens-là que vous appelez les peuples, nous les appelons les souverains parce qu'ils sont détenteurs du pouvoir. Et le véritable pouvoir. D'où un député qui ne connaît même pas, qu'il a 6 prérogatives, il n'en parle que de 2. Déjà, il est à côté de la bonne gouvernance parce qu'il lui est exigé. C'est ce que l'on appelle le 3e prérogative. La 3e plutôt, c'est la concertation. La contestation, c'est quoi? La concertation, c'est quand un député, après avoir fait la consultation consiste seulement à écouter les souverains, sans émettre son avis. Vous écoutez seulement. Ils disent, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de l'eau, des routes, il y a de l'insécurité. Ça, c'est la consultation. Vous aviez posé la question au roi et le roi est en train de vous parler. Mais vous devez faire ce qu'on appelle la concertation. La concertation, maintenant, c'est l'exercice entre le travail d'un député par rapport aux moyens qu'il a. C'est lui maintenant qui va dire au roi, roi, parce que tu as demandé l'électricité, et regarde, nous avons un budget d'autant. Ça ne nous permet pas à vous ramener à un seuil de desserte en électricité de autant. Parce que le mandat que tu nous as donné 5 ans, avec un budget de 86 milliards, tout ce qu'il y a comme priorité, nous ne pouvons pas. Ça, c'est la concertation. Et après cette concertation, après la restitution, après la consultation, un député se rend maintenant au l'hémicycle. Je pense que les députés ont non, c'est-à-dire que je donne gratuitement. Juste à compléter. Ouais. Il doit restituer aussi à ses collègues. Mais oui, c'est ce qu'on appelle rapport parlementaire. Rapport parlementaire. Des vacances parlementaires. Des vacances, il faut. Et d'ailleurs, vous savez, les savants, les politologues qui ont institué même ces vacances parlementaires, ils ont alloué l'argent, ce qu'on appelle colis parlementaire. Ce n'est pas pour aller donner des polos, c'est pour abattre un travail. Alors, parce qu'on suppose que sur terrain, dans la proximité, il y a des gens que les députés doivent utiliser pour qu'un travail soit abattu. Alors, par rapport à la bonne gouvernance, écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas assez de temps. S'il vous plaît, 1 minute. Je vous ai dit ici, quand vous allez en France, écoutez la bonne gouvernance. Okay. Quand je vous ai dit que ici, un État-providence, c'est ce qui consiste à dire que quand on vous demande d'où viennent les secours, vous répondez, les secours viennent de l'assistance sociale qui est l'entité étatique qui agit. Mais ici au Congo, quand on pose la question à quelqu'un d'où viennent les secours, il vous répond catégoriquement, les secours viennent de l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez les gens dans des montagnes, à Luzizi là, à Mangengengue, ils savent que les secours ne viennent pas de l'État, les secours viennent de l'Éternel. C'est comme si l'État au Congo... Les secours viennent du président de la République en donnant les jeeps. Non. Alors tout ça, ça n'a rien à voir avec la bonne gouvernance. Parce que les principes, les piliers de la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est aussi la redistribution des revenus de l'État. Au travers quoi? Les salaires, les services et biens, la construction des routes, des hôpitaux. Mais Chris Mukendi l'a dit ici, il a dit quand même. Effectivement, moi je suis d'accord avec Chris Mukendi. On peut faire un bon débat. Quand il vous dit que, en réalité, c'est là où il est conséquent, il vous dit que la bonne gouvernance, c'est un défi. Okay. Mais il faudrait que nous puissions être dans le processus pour y arriver. Mais dès lors que dans le processus, on n'y met pas les mécanismes qu'il faut pour atteindre la bonne gouvernance, on ira dans les dérives. Actuel, on n'a pas mis Mais comment on peut mettre ça? Par exemple, quand on vous dit qu'il faut instaurer un État ingénieur. Un État ingénieur, c'est là où vous avez des experts. Par exemple, allez à la météo. Vous trouverez que les agents qui travaillent dans ces genres de services, parce qu'un ingénieur, c'est qui? Un ingénieur, c'est un technicien, c'est un expert dans un domaine de la République. Mais quand vous regardez, aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, par exemple, à Nirangongo,
Mais on vous dit qu'il n'a même pas de salaire, il connaît. Donc, il n'y a même pas de clé de répartition. Il n'y a Même pas de frais de fonctionnement, même pas de papier. Selon les informations que j'ai sous le régime, il n'y a pas les arriérés. Le ministre manque de papier. Non, les gens, selon les informations que j'ai, que sous le régime Tshisekedi, il n'y a pas les arriérés. Non, mon problème, ce n'est pas la fixation par rapport au régime. Moi, je ne fais pas les débats par rapport au régime. Je suis dans les principes. Il n'y a pas d'arriéré. Oui, il n'y a pas Les d'arriéré. députés provinciaux sont impayés pendant 20 mois ici, chez Ngobila. Oui. Et vous êtes en train de voir la guéguerre entre Ngobila et... Tu n'as pas lu, tu es journaliste, ça te dit des choses. Et je voulais aller. Bon, ça, c'est. Si vous pouvez me permettre. Le gouvernement provincial, dans le gouvernement central. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. n'a pas d'arriéré. La bonne gouvernance. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La bonne gouvernance, c'est la séparation de pouvoir. Merci. C'est la séparation des pouvoirs, mais je voulais alors. S'il vous plaît, monsieur Foucault. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Franchement. Je voulais parler du contrat chinois. Oui. Vous avez consommé vos merci. minutes. Je vais Alors, parler monsieur du contrat Christa, chinois. monsieur Je vais bien parler de Mukendi, ça. à moins que je me trompe, mais je sais que le gouvernement central n'a pas d'arriéré. Peut-être le gouvernement provincial a un peu de... C'est ça le Alors, monsieur Chris Mukendi, est-ce que ce n'est pas tard que la RDC, 4 ans après, se tourne vers la Chine? Après autant de voyages, on a appelé le régime des Magellan. Et vous étiez déçus de l'autre côté, mais non, c'est la Chine. Non, il ne s'agit pas ici d'être déçu. Hein. Je crois que la dernière fois que j'ai été sur votre plateau, j'ai dit que la visite du président de la République en Chine faisait suite au rapport que l'IGF a eu à publier sur le contrat chinois. Malheureusement, mes co-débatteurs de ces plateaux n'ont pas abordé la question. Mais M. India a Tout simplement, il a donné 5 accords. Il n'a pas abordé. Il a parlé des accords mémorandums d'entente qui ont été signés entre la RDC Des protocoles et d'entente. voilà. Moi, je parle en termes de mémorandums. Donc, vous voyez, il est en train de... L'approche, c'est laquelle? C'est de déresponsabiliser les régimes. Ok. Les régimes qui avaient signé ces contrats, qui a été considéré comme la plus grosse escroquerie du siècle. C'était les Et contrats. curieusement, ces contrats a été signés par Adolphe Mouzitou. C'est vrai ça? Ça a commencé par Adolphe Mouzitou. Ok. Et Matata, qui est venu après, a continué dans le cadre de l'exécution. Voilà pourquoi mon frère de gauche ne veut Monsieur pas Foucault. aborder la question. Non, je- Il vous amène dans des contours qui ne lui permet pas d'aborder, parce qu'il dit que c'est un problème de temps, alors que la thématique a été bien fixée. Ok. Voilà, tout simplement parce que Mouzitou a une part de responsabilité. Je ne dis pas que Mouzitou est mêlé. Je n'ai pas dit, écoutez-moi s'il vous plaît, je n'ai pas dit que Mouzitou est mêlé dans les détournements ou dans la... Dans l'escroquerie initiale. Dans cette escroquerie, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça a commencé avec Mouzitou et ça a été... ça a continué avec Matata Pogno. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit, parce que c'est important. Parlant de la transparence, lorsque je parlais de la bonne gouvernance, je parlais de la transparence. Monsieur India a dit, au nom de la transparence, il devrait rendre compte. Oui. Ben oui, monsieur India, il rend compte. Mais vous savez, il y a des mécanismes constitutionnels et réglementaires qui permettent, non pas à Bati Lukwebo en tant qu'individu, mais au bureau du Sénat de rendre compte. Il y a des mécanismes Qui réglementaires. engage les Sénats. S'il vous plaît. C'est son temps de parole. Il y a des mécanismes. Moi, je parle des textes, je ne parle pas. Il ne faut pas individualiser les institutions. Donc, il y a des mécanismes qui permettent à ce que, au cours d'une commission qui est mise en place au Sénat, même à l'Assemblée nationale, qui permet à ce que on établisse les rapports de la gestion du bureau du Sénat, tout comme de l'Assemblée nationale. Donc, c'est dans les cadres de la transparence que le bureau rend compte auprès d'une commission qui est mise en place pour voir comment les finances du Sénat sont gérées, comment le patrimoine du Sénat est géré. C'est pas à mettre sur... on ne vient pas à un plateau de télévision comme ça. Bon, gestion à Sénat. Non, non. Ce sont des mécanismes constitutionnels et réglementaires qui doivent être suivis. Voilà, je disais que M. India ne pouvait pas aborder en profondeur la question sur les contrats chinois parce que le régime est trempé de plein pied Quel régime? de Kabila, L'ancien. que M. India défend sur ce plateau. Il dit ici, en rapport avec ce sujet, qu'on n'avait pas de projet bancable pour
qu'Exim Bank puisse financer. Mais M. India oublie qu'il y avait déjà des projets dans le cadre de ces contrats qui demandaient la construction de 5000 logements sociaux. Ok. Dans ces projets, il était prévu la construction de 145 centres de santé. Vous voulez encore quel projet bancable? Parce que ces projets-là existent dans les contrats. C'est ce qui a été prévu. Okay. Mais ça n'a pas été exécuté. 5000 logements sociaux n'ont pas été construits. Okay. Les 31 hôpitaux de 150 lits n'ont pas été construits. Vous voulez que nous puissions amener encore d'autres projets bancables alors que les projets bancables existent dans ces projets. Okay. Voilà où M. India va se cacher. Parce qu'ils sont concernés dans cette affaire. Okay. Et vous comprenez pourquoi M. India ne peut pas aimer les chefs. Il ne peut pas aimer les chefs. Okay. J'en reviens à ce qui a été dit par mon frère ici en rapport avec les missions du Parlement qui, en réalité, dans la Constitution, parce qu'il faut rester au-delà de la science, je ne sais pas, les politologues, les sociologues, tout ça, mais au-delà de la sociologie, au-delà de cette approche qui l'amène à énumérer dans une approche beaucoup plus sociologique les missions du Parlement, ces missions sont à deux. Lorsque vous lisez l'article 100 de la Constitution, il est écrit « Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois, légifère. Il contrôle les gouvernements, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics. Point barre. Ça veut dire qu'il y a deux missions constitutionnelles qui sont reconnues au Parlement. Sans réfuter son argumentaire, je comprends que lorsque M. Phocas parle du contrôle, les contrôles se trouvent dans cet article, il dit légiférer, ça se trouve dans cet article, mais lorsqu'il dit plaider, plaider, ça vient entrer dans le cadre de l'exercice du parlementaire. Ce n'est pas une mission... On ne peut pas isoler ça. Non, on ne peut pas isoler. Hein. Légiférer entre dans les cadres même du contrôle lorsque le parlementaire vient plaider. De mécanismes réglementaires ou constitutionnels font que lorsqu'un parlementaire vient plaider, il intervient soit sur base d'une motion d'information, il plaide. Il intervient sur base d'une motion incidentielle. Lorsqu'il intervient, il est en train de faire un plaidoyer qui entre dans les cadres de ses prérogatives des contrôles. Non. C'est ça les contrôles. Justement. S'il vous plaît. J'en reviens. Il a deux. Les politologues, nous refusons ça. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas politologue, je reste constitutionnaliste. Voilà. Au-delà de vos approches politologiques, moi, je reste dans la Constitution. Okay. Donc, il faut trouver. Parce que lui, l'énumère, il dit, il y en a 6. Il faut maintenant trouver comment classer les 6 missions pour lui dans le cadre des 2 missions de l'Assemblée nationale. Okay. Parce qu'il n'y en a que 2. Lorsqu'il parle de la consultation populaire, oui, la consultation populaire entre dans le cadre des vacances parlementaires aussi. Mais lorsque le parlementaire... C'est une mission, non? Non, mais... ce n'est pas... Non, s'il vous plaît. Ça entre dans le cadre du travail. Parce que la Constitution... S'il vous plaît, soyons sérieux. Nous parlons des choses sérieuses ici. La Constitution a résumé les missions du député à 2. Quand on dit légiférer, mais on légifère sur base de quoi? Sur base de la réalité sociologique aussi. Lorsque les députés est en contact avec sa base, ils trouvent qu'il y a de failles dans la société, il trouve qu'au cours de la consultation, il y a une faiblesse ou une absence en termes des textes qui légifèrent un secteur, mais c'est au cours de cette consultation qu'il peut avoir l'idée de légiférer. Voilà. Lorsqu'il dit ici restitution, c'est très bien, mais la restitution, ça entre aussi dans les cadres, M. India l'a dit, des vacances, des rapports des vacances parlementaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de partir en vacances parlementaires. Lorsque les députés vont en vacances parlementaires, ils consultent, ils procèdent à la consultation, mais lorsqu'ils reviennent, ils font un rapport, ils présentent au bureau, et ces rapports, à l'Assemblée nationale, on fait une synthèse des rapports d'émission de tous les parlementaires. Et on dépose ça sur la table des membres du gouvernement. Bon, ce qu'il a fait, ça s'est fait déjà, mais lui veut que... Justement, il veut disséquer. Voilà. En fait, j'ai dit,
Ce qu'il a dit, c'est vrai, mais ça entre, c'est absorbé dans les deux missions. Merci. De contrôler et de légiférer. Il ne faut pas les dissocier pour dire concertation, c'est autre chose, restitution, c'est autre chose, plaidoyer, c'est autre chose, légiférer et contrôler. Non, Merci. il faut prendre les tout. Ça entre dans le cadre des missions Merci. qui sont synthétisées Merci. en deux. Contrôler les gouvernements et légiférer. Merci, monsieur Christ Mukendi. Ça tombe bien, vous êtes dans le rouage. Alors, je termine avec vous, mais je demande à monsieur Philemon de me donner l'élément de... Est-ce que je peux... de Salomon installé là. Je veux tout simplement prendre cette image-là. Comme je suis Ensemble, le soit dernier ici à derrière. prendre la parole, Donnez-moi... Je je vous donne la peux- parole. Attendez, je vous donne la parole. Vous allez payer les arriérés, mais je vous pose directement la question. En attendant, on cherche... Attendez, non, l'image est déjà là. Monsieur India Omar, vous allez prendre les tous également votre mot de la fin. Oh là. L'arrestation, il nous reste 7 minutes. Non, mais L'arrestation je de dois- monsieur je suis le Salomon dernier à Estadela, prendre la parole. aujourd'hui, il y a également les griefs relevés contre l'âme. Monsieur India, vous avez suivi. Pensez-vous qu'il y a la démocratie ou la dictature ou tout simplement le régime va affaiblir les opposants? Vous avez... D'abord, je commence par parler, parce que je suis le dernier, sur l'affaire contrat chinois. Ok. Et je renvoie à monsieur, parce que les jeux de ping-pong, Mouzito, il n'y a pas un problème. Tu as dit tout à l'heure ici, il ne faut pas individualiser. Mouzito a représenté le gouvernement à 7 ans de la signature du contrat. C'est le gouvernement congolais qui a signé le contrat. Ouais, c'est aujourd'hui dans la pratique diplomatique, quand vous lisez l'article 213 de la Constitution, dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Il y a une phase dans ce genre de négociations parce que les porteurs, aujourd'hui, même dans la diplomatie ad hoc, nous avons ce qu'on appelle le plein pouvoir, donc les envoyés plénipotentiaires. C'est-à-dire le président donne directement les mandats, même à sa sentinelle, d'aller négocier. Parce que c'est lui le premier négociateur de notre pays. Au fait, à ce temps, le président Kabila avait donné le plein pouvoir au Premier ministre de conclure, parce que le travail du gouvernement, c'est de conclure les accords. Le président négocie, le président négocie, le gouvernement conclut, ça passe à la ratification au niveau du Parlement et le président signe la ratification. Et il promulgue pratiquement les traités et accords. C'est comme ça que la procédure au niveau diplomatique, ça s'est fait. On a négocié ces contrats. Pourquoi nous étions en difficulté? Il fallait atteindre le point d'achèvement d'initiative PPT. Un grand travail. On était bloqué, on n'avait pas la providence, on n'avait pas les secours comme M. Focas disait tout à l'heure, ici, l'État providentiel. On a recouru, c'est comme le cas que le président est en train de faire actuellement. Il a commencé par s'attaquer aux Chinois, il est parti à l'Occident, il n'a pas trouvé de compte à l'Occident, il rentre aujourd'hui encore chercher des providences aux Chinois. Mais nous, on a fait aussi. Il a fallu contourner les mécanismes. Et contourner les mécanismes, au début, quand tu regardes au début, il y avait un contrat contre 9 milliards qui a été réduit à 6 milliards, révisé après la révisitation de la Banque mondiale et tout ça pour atteindre. Et ce contrat ici nous a aidé à atteindre le point. Écoutez, laissez-moi, tu as des minutes. Tu m'as donné les minutes. Je vais aller rapidement avant d'aborder une autre question. Il vous reste 3 minutes. Monsieur, prenez alors, donnez. Non, on m'a fait signe, il nous reste 3 minutes. Tu m'as donné combien de minutes? Je n'ai même pas encore commencé, il reste 3 minutes. Et puis tu veux encore... Oui, tu ne veux pas répondre. Tu veux embrouiller, tu veux faire comme les laboratoires. Au fait, comme l'autre infirmier là, qui se proclame aujourd'hui journaliste. Au fait, donc, vous devez être attentif par rapport à ce qui s'est passé. Ce contrat a empiré la dette de 16 milliards. Bravo à Mouzito, Matata et les autres qui ont travaillé assez. Vraiment,
ces contrats-là. Or, ce n'était pas, c'est du troc, monsieur. On ne sait pas, mais on peut même imaginer c'est combien qui était sous la terre, On ne savait pas la quantité qui était sous la terre. On a inventé, on a dit on va faire ça par rapport à ça. Déjà, 16 milliards que nous avons appuyés à cause de ces contrats, parce qu'on payait à cause de l'argent qu'on a mis à notre disposition. Nous avons commencé à donner 50 millions chaque mois à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Vous connaissez ça, non? Et c'est ce qui a permis à ce que Mozito arrive à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPT. C'est qu'on vous a dit au début, on va faire 5 000, on va faire ça, on va faire ça. Nous, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas de liquidité. Il fallait imaginer, la Banque mondiale est venue encadrer et les premières clauses qui a été fait a été réduit. Il fallait imaginer, il n'avait jamais existé ce projet. Le projet a existé en 2009. Les premières encomptes qu'on a données, c'est en 2009. On a donné 150 millions, c'est les Chinois. L'exim par Sicomine a donné. Parce que comme il n'y a pas suffisamment de temps aujourd'hui, convoquez-nous dans une autre émission. Vous inviter. Ouais. Je prends les deuxièmes problèmes. Question. L'arrestation de Salomon Istadela, la guerre élevée contre l'homme, est-ce une manière d'affaiblir l'opposition ou ça vient de la dictature? L'intention, c'était d'affaiblir l'opposition. Pas l'opposition, d'affaiblir M. Katumbi. De les provoquer pour qu'ils réagissent. Bon. L'intention. Oui, l'intention. Parce que, vous savez, l'arrivée de M. Katumbi, quand il est arrivé ici, on ne croyait pas que non, il pourrait réunir le monde. C'est quand il est arrivé en Tchangou que le pouvoir a compris que non, ça devient dangereux, il faut se protéger. C'est un opposant de taille. Il faut trouver, pourquoi? Parce que Katumbi est arrivé dans un concept où la misère est devenue intenable dans la ville de Kinshasa. Or, la vraie opposition à M. Chilombo, c'est pratiquement la misère. La vie chère. Il a profité. Regardez la première aventure de Katumbi au camp Luka, avec la deuxième aventure de Katumbi à Tchangou. Vous allez trouver que non... centrale aussi. Non, je parle sur le plan analytique. Okay. Vous allez trouver que non, à Tchangou, il a trouvé un monde qui a commencé à faire de lui un poids, qui a fait même peur au pouvoir à la place. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu chercher à l'intimider. Et qui? La cible, c'était Salomon. Donnez-moi la photo de Salomon. C'était Salomon. Je parle ici parce que je suis en train de m'adresser au nom de la famille. Au nom? Au nom de la famille. D'abord, pas comme politique. Ce qui s'est passé, la communication d'hier ne va pas intimider la famille Idi, ne va pas nous intimider. Vous êtes de la famille. Nous avons digéré la communication d'hier. Nous nous sommes dit, la personne d'abord porteur de cette la personne porteur de cette communication, il est membre du cabinet à la magistrature, du procureur, de l'auditeur. Nous nous sommes dit, en les connaissant, nous nous sommes dit, écoutez, c'était la demi-app. Parce que nous-mêmes, nous sommes rendus à la demi-app. Comment un magistrat peut venir faire un communiqué de l'armée et un magistrat, parce que c'est un magistrat militaire. Quel est le lien? Parce que le dossier est encore. Est-ce qu'on a transféré les dossiers? C'est notre première inquiétude. Nous nous disons, nous connaissons, nous l'avons situé. On a dit, mais c'est pour la toute première fois qu'on fasse une communication de cette manière. Parce que quand on a arrêté Béa et les autres, on n'avait jamais fait ça. Et nous nous sommes dit en famille hier jusqu'à 23h que non, on se calme. Nous avons on a arrêté Salomon le 20 et on a la marche. D'abord la communication elle-même parce que vous avez voulu, nous on ne voulait pas parler. On ne voulait pas parler sur ces dossiers parce que nous avons des éléments et nous savons comment nous sommes en train d'aller petit à petit pour mettre rendu. On arrête Salomon. La marche c'était le 20. Le 25 2023. 5 secondes. On arrête, attention parce que on arrête Salomon le 30, 10 jours après, à l'aéroport, après avoir fait toutes les formalités d'usage. Il y passe par les box où
nous n'avons que 4 services à la frontière. Nous avons la DGM. À l'intérieur de la DGM, il y a les services de renseignement. Il y a la DEMIAP, il y a l'ANR, il y a la police et les autres services à l'intérieur. Comment Salomon, qui était recherché, pourrait passer par les box, donc les services aujourd'hui, élus et poreuses? Parce que là, l'aéroport d'Ndjili, ça s'appelle en termes migratoires, poste-frontière. Tu comprends? Quelqu'un pour arriver au tarmac et être arrêté avec brutalité. Donc, il se passe un problème. Et puis, quand ils sont arrivés, quelqu'un qui est recherché, on devait lui présenter un mandat, une réquisition du procureur pour dire au d'un auditeur que non, messieurs, nous sommes en train de vous rechercher. Donc, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Alors, vous la Nous-mêmes, membres de la famille. 5 secondes. Attends, oui. En fait, parce que nous-mêmes, membres de la famille, nous sommes passés pendant plusieurs jours. On a même fait des pressions. On est allé à la DIMIA. On a commencé même à nous supplier que non, écoutez, tout ça, vous rentrez, vous êtes des personnalités politiques, vous ne devez pas rentrer ici, tout ça. On a fait appel. Mon frère, Monidela, a appelé les avocats de Salomon qui sont arrivés. Vous savez ce qui s'est passé après. Tu comprends? Après, on leur a dit, quel est le dossier? Dites-nous. Quel est le dossier? On a fini par faire pression. Et aujourd'hui, on apprend ce qu'on a appris hier. Nous disons, écoutez, un certain Jean-Pierre Bemba était prisonnier à la CPI. Et aujourd'hui, il est vice-premier ministre en charge. Monsieur Tchibala, de la prison comme premier ministre. Monsieur Kamere Vital, de la prison vice-premier ministre. Bafouni Salomon. Ok. Bafouni Salomon. Salomon était encore connu, maintenant il est connu mondialement. Merci. Si nous n'avons pas encore abordé d'autres questions, nous attendons aux avocats. Comme on a aujourd'hui, nous savons que c'est un magistrat qui vient de faire un communiqué. Nous allons aller à mon départ ici, c'est d'aller voir si notre frère a déjà quitté vers son juge naturel. Et c'est ce que nous... Mais chercher à faire ce qu'on a fait hier, c'est vraiment jeter l'opprobre sur notre frère. Et là, en tant que frère, en tant que Idi, ici je parle en tant que Idi, et je me porte en faux contre cette manière, parce que nous avons déjà assisté avec ces régimes. On peut être ici, on vient, on jette les choses. Les types d'armes, est-ce qu'on peut faire un coup d'État en possession d'un pistolet de 9 mm, numéro 7 et puis de 2. Comment arriver à l'effet de cause à effet, cette causalité 10 jours après? On pourrait appeler... C'est quoi? C'est la fragrance. C'est quoi cette arme? Qui était et cette arme vient d'où? De quelle unité? Et cette arme vient de quel armement? Il a été fabriqué dans quel pays? Merci, et qui était le premier détenteur de cette arme? C'est tout. Calmez-vous. On commence par d'abord dire, regarde comment on a commencé les communiquer. Quand tu regardes la manière dont on a commencé les communiqués... Calmez-vous. On est déjà à la fin. On comprend que là, vous parlez avec l'âme de la famille parce que vous êtes de la famille, mais vous êtes aussi un politique. Alors, monsieur oui, je suis politique. Monsieur Phocas Kokelimena, on est vraiment à la fin. Très bien. Vous avez 2 minutes et monsieur Chris également 2 minutes. On termine l'émission par rapport à cette arrestation. C'est également les arriérés, vous en parlez. Non, je n'ai pas à commenter sur ces dossiers, épargnez-moi de ça. Mais j'aimerais bien aborder la question qu'on a commencé avec et puis atterrir par rapport au contrat chinois. Okay. Vous savez, M. Chris, moi je suis un chercheur. Moi je n'ai pas peur de la Constitution dans le sens de ne pas l'examiner. Je cherche des faiblesses de la Constitution et j'en trouve. C'est seulement que je n'ai pas la capacité ni la légitimité de pouvoir légiférer. J'attends les moments venus. Okay. Ne craignez pas des dispositions qui sont là. Ce sont les hommes qui ont mis. Et nous avons la possibilité de changer les choses pendant que nous sommes en train d'étudier. Les universités n'ont pas fermé. Donc, l'intelligence congolaise doit nécessairement nous servir. Donc, quand on vous dit que légiférer est contrôlé,
je ne vois pas comment vous allez lier, légiférer au plaidoyer. Je ne vois pas comment vous allez lier, légiférer à la restitution. Je ne vois pas tout ça. Mais quand la faiblesse, au fait, quand tu regardes maintenant dans la pratique, par le fait que vous avez énuméré que 2, mais les autres ne suivent pas sur terrain pendant les vacances parlementaires. Au lieu qu'on assiste à consultation, restitution et concertation, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que les députés font? Ils font la mobilisation à la place. Or, la mobilisation n'est même pas reprise, n'est pas constitutionnelle par rapport à un travail des députés pour lesquels on les paye. Tu vois? Et ils ne font que la mobilisation, ils ne font pas la restitution, ils ne font pas la consultation, ils ne font pas la concertation. Ça, c'est la pratique parlementaire. Ici, ça n'existe pas au Congo. Ok, on retient quoi par rapport à la Bon, thématique de alors, aujourd'hui? pour ça, je voulais les tranquilliser. La Constitution, c'est mon champ d'enquête. Je vais, au moment venu, revenir pour que ça puisse changer et donner de l'éclairage qu'il faut. Vous savez, nous sommes avec les contrats chinois, donc carrément nous tombons dans les champs de ce que l'on appelle commerce international. Okay. Il y a des principes qui régissent ça. Il y a des principes. Vous ne pouvez pas résoudre ça avec les émotions. Non. C'est le cas du régime? Écoutez, moi, personnellement, je suis Congolais. Je suis Congolais et je connais les niveaux de ma société. Les acteurs politiques et la couche sociale. Quand on vous dit ici que nous, les Congolais, nous allons renégocier ces contrats pour avoir 70% des parts. Voilà. Je vous dis, et j'ai même ma main à couper, ça ne passera pas. Les jours que vous obtenez ça, vous venez, moi je vous donne mon diplôme, et je cesse de passer à la télé et je ne parlerai plus science. Il n'y a aucun pays qui a négocié un contrat pour obtenir 70% des parts. Dans le monde, c'est moins de 24. Je peux vous citer les pays. Mon frère, moi je suis gêné parce que le chef de l'État est entouré, je suppose qu'il doit être entouré des experts. Mais comment il ne maîtrise pas le commerce international pour lui pousser à demander 70%? Et vous savez que quand les Chinois vous écoutent, ils s'étonnent. Ils ne savent pas, vous êtes des grands planètes. Il n'y a aucun pays qui a négocié un contrat en Afrique qui s'en tenait. Écoutez, on ne fait pas débat. Merci. Écoutez, mon ami, il est de l'Union sacrée, il soutient le président de la République. J'ai même ma main à couper. Il est mon ami à part entière. Les jours que vous obtenez 70%, ça sera pour mon bien. Mais je cesse d'être politique. Merci, monsieur. Vous prenez mes diplômes, vous déchirez. Merci, monsieur Chris Mukendi. Pourquoi? Parce que d'abord, les polémiques. Les polémiques, à quel niveau? C'est au niveau des clés de répartition. Ou bien c'est au niveau de la gestion de l'argent qui appartiendrait à la RDC. À quel niveau il y a polémique? Merci. Parce que vous êtes dans la confusion. Le temps nous fait des il y a des partenaires. Je vais vous inviter. De l'autre côté, il y a des entreprises chinoises. Merci. Il y a l'entreprise congolaise. Merci. Et il y a des banques. Merci, monsieur Focas. Les banques d'État chinoises. Merci. Écoutez, quand vous dites... Il y a le journal après nous. Vous prenez 38% et les autres vous mettez dans un paquet et les banques et les entreprises qui prennent. Mais quelle maladie! Merci. Ça, c'est de la honte. Merci, c'est la honte nationale. Merci. Un économiste, il est là. Merci. Il ne peut en aucun cas mélanger une banque qui est une institution à part entière qui est dans les affaires. Monsieur Focas. Je salue. S'il vous plaît, on est vraiment là. Monsieur Chris Mukendi. Vous avez accusé Monsieur Chris Mukendi, Focas et ampleur. Il dit, pourquoi vous les régimes, vous amenez les chefs dans des choses qui ne tiennent pas debout? On ne peut jamais obtenir 70%. Il a mis ses diplômes en jeu. On retient quoi par rapport à cette émission? Je voudrais d'abord assurer M. Focas que le problème se trouve au niveau du gain. Okay. Lorsqu'il dit c'est à quel niveau que vous allez négocier, c'est au niveau du gain en rapport, parce que le contrat était censé être un contrat win-win. Okay. Mais ça n'a pas été le cas. Donc pour toi, la démarche, s'il vous plaît, vous avez fini, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. La démarche, c'est au niveau du gain. Voilà, je n'entre pas dans des considérations en termes de pourcentage, pas du tout. Mais en rapport avec le dernier sujet qui a été abordé ici, vous avez posé la question tout à l'heure si on cherchait à fragiliser les opposants. Et India, en réagissant, dit on ne cherche pas à fragiliser les opposants, mais à fragiliser M. Katumbi. India et Kabila. Les opposants. Mais justement, les opposants, c'est bon. Oui, opposants au Katumbi, voilà.
India et Kabila ont poussé Katumbi à l'exil. Katumbi était en exil. Kabila l'a poussé en exil avec India Omari. Et sur ces plateaux aujourd'hui, India se constitue en avocat de Katumbi. On peut comprendre. Hein? La politique, elle est dynamique. Mais l'erreur en politique, c'est de croire que l'homme politique ne peut pas être justiciable. On pense que la politique nous confie des immunités, même pour des violations des droits humains. Hein, on peut le violer, puisqu'on est politique, on ne peut pas être poursuivi en justice. C'est ça l'erreur des hommes politiques. Mais invitez quelqu'un à justice. S'il vous plaît, monsieur India, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Oui. Je comprends votre réaction parce que vous avez exprimé ici que vous étiez de la famille de monsieur Salomon. Je suis fier. Je comprends. Oui, je suis fier. Je comprends. Mais oui, ici, on n'aborde pas des questions avec l'âme familiale. Nous abordons des questions ici avec l'âme d'État. Vous abordez avec fibre. S'il vous plaît. D'État. Fibre d'État. Non, attends, voilà. Attention. Je voudrais dire ici quelque chose qui... 5 secondes. Voilà. Je voudrais rappeler ici à M. India, certainement, il connaît les missions de l'ANER. Il y a 6 missions. Mais je vais en citer 3 simplement. Pour l'ANER, les missions de l'ANER. L'ANER, une des missions, c'est la recherche et la constatation des infractions contre la sûreté de l'État. La recherche et la constatation des infractions contre la sûreté de l'État. Un autre, c'est la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés. Hein? La sécurité nationale. S'il vous plaît, messieurs, vous avez parlé, laissez-moi finir. Et la culture du débat, monsieur India. Hein? Donc, je disais, la recherche, l'ANER est à la recherche et la constatation des infractions contre la sûreté de l'État. L'ANER est dans la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d'exercer une activité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État. L'ANER a encore dans ses missions la protection de l'environnement politique garantissant l'expression normale des libertés publiques conformément aux lois et règlements. Il a encore pour mission la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Donc j'ai dit ici, il ne faudrait pas ici entrer dans les prérogatives des structures de l'État pour justifier notre appartenance politique et notre appartenance familiale. L'État doit être au-dessus de nos sentiments tribaux, de nos sentiments familiaux et au-delà de nos sentiments d'attachement politique. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec comment sur ces plateaux. J'étais avec India Omari, cadre du PPRD, proche de Joseph Kabila Kabange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Fokassa, Koukelemena, l'homme qui a dégagé une intelligence sur ces plateaux. Monsieur Fokassa, le politologue de la République, nouvel élan, parti cher à l'ancien Premier ministre, Mouzitou, et M. Chris Mukendi, cadre de l'AFDC, dirigé comme ça par le sénateur Batou Kebou, le président du Sénat. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la thématique d'aujourd'hui. Le régime Tshisekedi face au défi de la bonne gouvernance. Vous avez compris les analyses des têtes bien faites de mon pays, mais je vais encore organiser ces plateaux avec ce même personne pour décrypter les grandes lignes d'actualité. Merci. Au revoir.